Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Madame, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver comme tous les vendredis lorsqu'il est 21 h. Et ce soir, notre aventure se poursuit et elle se conjugue au féminin avec une dame qui ne cesse de surprendre le monde politique par son style avant-gardiste et surtout par ses propos, par sa tenue et ses propos osé, courageux et même parfois iconoclaste. Mesdames, Messieurs, c'est un honneur et un plaisir immense pour moi de dire bonsoir et bienvenue à Madame Cathy Meba, conseillère régionale du Sud. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur Marga. Bonsoir à tous les spectateurs d'Info TV. Vous allez bien? Ça va, ça peut aller. Alors, Madame Cathy Meba, durant ces presque 1h30 de direct sur Info TV, nous allons revenir un peu sur la marque qui est la vôtre. J'ai parlé d'un style iconoclaste qui détonne dans l'environnement politique camerounais. Vous êtes femme politique assumée, revendiquée. Et nous allons revenir sur un peu le parcours qui est le vôtre, revenir sur les actions fortes que vous posez depuis un certain nombre de temps. Nous allons aussi revenir sur quelques actualités qui notamment vous ont permis de vous faire connaître et de faire de mettre un visage sur votre nom. Alors, pour ceux qui peut-être débarqueraient d'une autre planète et qui vous découvrent, est-ce qu'on peut en quelques mots dire, vous poser la question de savoir qui est Madame Cathy Meba? Oh, bon, c'est vrai qu'il n'est pas toujours aisé de parler de soi, mais voilà, Cathy Meba, c'est cette femme-là, camerounaise, qui a 43 ans, oui. Et voilà, tel que les Camerounais me connaissent et ont pu me découvrir, je suis voilà, simplement cette personne-là qui mène ses combats avec conviction. Alors, on vous a connu du côté de la diaspora, vous Oui. avez été actif toujours dans le combat, oui. Le combat patriotique, mais avant que vous ne vous fassiez remarquer du côté de la diaspora, quel a été votre parcours dans votre pays, le Cameroun? On va dire que moi, ce que j'ai toujours pensé que le premier rôle d'un citoyen, oui, c'est d'aimer son pays. C'est-à-dire qu'être vraiment profondément patriote, et cela me caractérise énormément. Et avant que je ne sois connue, bon, peut-être que d'autres m'ont découvert, j'ai toujours vraiment œuvré pour mon pays, notamment en vendant, j'ai vendu l'image de marque du Cameroun pendant très longtemps, oui, dans les réseaux sociaux, en faisant la promotion touristique du Cameroun, de tous les coins du Cameroun, parce que j'estime que notre pays, c'est ce que nous avons de plus cher. Oui. Et quand il faut le vendre, il faut nous devons faire connaître notre pays. Oui. Voilà. Et donc en dehors de ça, j'ai toujours été dans les œuvres et dans les milieux associatifs, et c'est tout ce parcours-là qui m'a fait grandir et en arriver au point où j'en suis là. Alors, parlant justement de parcours associatif, vous présidez une fondation, la fondation Kylia. Est-ce qu'on peut avoir en quelques mots de quoi elle en retourne au sein de cette fondation? Ah, ok. La fondation Kylia Rose, en fait, c'est un véritable rêve. Un rêve d'enfant, en fait, parce que j'ai toujours eu en moi cette volonté-là d'aider l'être humain, notamment les enfants. Oui. Le problème des enfants en souffrance, c'est un problème qui me touche énormément. Alors, j'ai remarqué que le cancer infantile est assez
est très peu connu au Cameroun. Et je me suis rendu justement compte qu'il y a beaucoup d'enfants atteints de cette maladie-là, surtout dans les milieux défavorisés. Parce que on peut se dire que dans les familles riches en quelque sorte, on sait toujours quoi faire, on sait toujours vers où se diriger. Mais ces familles-là qui sont dans les coins reculés, quand un enfant se retrouve avec une aussi lourde maladie, on a plus tendance à se porter sur des croyances ou à penser à autre chose. Or, c'est le cancer infantile et celui-là qui vraiment, quand il est bien pris en charge, se guérit à presque 80%. Et donc, je me suis penchée sur ce problème-là parce que j'ai vu qu'il était récurrent et je me suis penchée, je suis allée voir des spécialistes. Je vais citer ici, par exemple, le professeur Ndom, qui est l'un des spécialistes du cancer au Cameroun et qui m'a effectivement confirmé que le besoin en ce qui concerne le cancer infantile, il y en a pas cette prise en charge là pour les enfants défavorisés, parce que quand vous imaginez la lourdeur pour une famille qui n'a pas les moyens, qui ne comprend pas déjà ce qui arrive, de quoi il s'agit, et l'enfant même qui porte en lui la maladie porte aussi le poids de toute la famille, parce qu'on a toujours tendance à lui faire... Il porte cette culpabilité-là. Parce que la famille a tendance à lui faire comprendre que, bon, tu vois, à cause de ta maladie, on ne peut pas... Voilà. Donc, il faut cet accompagnement-là, non seulement pour l'enfant, mais aussi un accompagnement psychologique pour la famille. Et donc, petit à petit, j'ai donc pu mettre cette fondation en place, et avant même que je ne puisse être vraiment fonctionnel sur le plan légal, je me suis retrouvée submergée par des cas que j'ai dû justement porter, et Dieu merci, les enfants ont pu être soignés. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu un cas de défaite. Alors, ceux qui nous regardent se posent certainement la question de est-ce que c'est facile d'opérer dans le secteur de l'humanitaire au Cameroun, lorsqu'on connaît la pauvreté qui existe, lorsqu'on connaît justement l'aspect légal qui est parfois très complexe, lorsqu'on connaît l'environnement camerounais. Parfois même, lorsque vous voulez aider, les gens se posent la question de savoir est-ce que c'est pas pour exploiter l'enfant, est-ce que c'est pas pour le vendre, est-ce que c'est facile de se déployer dans cet environnement-là? Ce n'est pas du tout évident, parce que je pense que c'est un problème de culture, en fait. Au Cameroun, on n'a pas vraiment, on n'a pas cette culture je cherche le mot, c'est-à-dire de l'humanitaire, parce que dans certains pays, c'est pour ça aussi que nous avons ce problème même la société civile n'est pas assez considérée. Donc, ce qui fait que le milieu le milieu humanitaire là, c'est très très lourd, parce que c'est pas évident. Quand on vit dans des pays où on se dit, par exemple, j'ai un cas sous la main, voilà, je vais faire un appel aux dons, on fait ce qu'il y a à faire, tout de suite on voit des réactions, mais ce n'est pas forcément le cas ici. Je ne veux pas dire que les gens ne donnent pas, hein, ce n'est pas ce que je dis. Mais je pense que la culture n'est pas encore vraiment imprégnée de ce côté-là. Alors, peut-être les gens ne donnent pas aussi parce que l'on a vu des associations, des fondations éclore comme ça dans la République, et 2 semaines après, la personne ayant encaissé les fonds disparaît. Oui, ça... Bon. Malheureusement. Oui, bien sûr, mais je ne pense pas que ce cas soit forcément typique au Cameroun, hein, ça arrive. Ça arrive partout. Ça arrive partout. Alors, justement, pour crédibiliser les actes que vous posez et peut-être vraiment rassurer
déficients, les malades et même les parents de ces enfants-là, peut-être vous avez une ramification du côté de l'extérieur. Est-ce qu'il y a, Rose, des partenaires qui justement soutiennent l'initiative que vous entreprenez ici au Cameroun? Oui, justement, je suis en train de finaliser des collaborations avec certains hôpitaux aux États-Unis et en France. Mais ça me rassure, jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu un cas qui nécessite, par exemple, une évacuation. C'est pour ça que justement, je me concentre pour finaliser ce côté-là, parce qu'on ne sait jamais, ça peut arriver. Justement, la question se pose aussi en termes de financement, parce que pour donner, il faut avoir le minimum quand même. Alors, d'où est-ce que vous tirez vos financements? Vous vivez juste les dons? Non, mais je dois vous dire que pour l'instant, le premier appel aux dons que j'ai dû faire, c'était le cas d'une petite... d'une jeune fille. Moi je l'appelle petite fille parce que à 16 ans on est une petite fille encore qui venait justement du Nozo, qui a fui les exactions dans le Nozo et qui s'est retrouvée réfugiée ici chez sa tante. Et cet enfant souffrait justement d'une malformation de la mâchoire. Ça s'appelle le syndrome de Burkitt. C'est une maladie qui est très courante justement dans le cancer de l'enfant. Donc c'est cette déformation de la mâchoire qui est bouffée de l'intérieur et tout ça. Donc cet enfant, qui m'est justement tombé sous la main, et il était justement urgent qu'elle soit opérée. J'ai fait un appel aux dons. Je pense que, si je ne m'abuse, l'opération coûtait dans les 800 000 francs. Dieu merci, j'ai trouvé des médecins, une association qui m'a accompagné, Urgence Plus Monde, avec des médecins volontaires qui ont voulu l'opérer gratuitement. Mais il fallait un plateau technique et tout ce qui va avec la prise en charge et tout ça, ce qui n'était pas élevé, 800 000 francs. J'ai essayé de faire un appel aux dons. Je vous dis combien j'ai eu? Non, dites-moi. 6 000 francs. Alors, ça peut être cause de plusieurs raisons. Peut-être vous n'avez pas assez communiqué sur l'appel. Peut-être les gens sont méfiants. Peut-être sur le chemin de l'humanitaire, votre nom ne résonne pas encore assez fort. Peut-être on dit aussi que vous n'avez pas besoin de faire cet appel-là. Je pense que c'est surtout ça. Mais bon, je me suis dit, je ne vais pas attendre. Et puis, il y a la vie d'un enfant devant moi, donc quitte à me sacrifier, mais je vais le faire, et ça a été fait, et ce fut un succès. Aujourd'hui, c'est une jeune fille tout à fait normale, parce que vous imaginez, à 16 ans, c'est l'âge où on commence vraiment à se regarder à l'école, quand on subit des moqueries et tout ça. C'était un calvaire pour cet enfant. Elle n'avait jamais mangé un véritable repas, parce qu'elle ne pouvait pas mâcher, elle ne pouvait pas... Aujourd'hui, c'est une jeune fille qui vit sa vie et qui vit normalement. Comment est-ce qu'on vous approche dans la démarche qui est celle d'intégrer votre fondation? C'est vous qui allez détecter ces enfants sur le terrain, ou alors il y a des canaux qui sont connus pour que ces enfants déficients là ou démunis là viennent vers la fondation? Comment ça se passe si on a un cas à l'heure actuelle qui aimerait peut-être être soutenu par la fondation qu'il y a? Oui, mais on est joignable. Parfois, certains nous contactent via les réseaux sociaux, via le site internet, ou alors parfois les médecins nous envoient les cas qui leur tombent sur la main. Si les personnes se sont incapables de se prendre en charge, ce sont les médecins, comme le cas de cette petite fille, c'est le docteur Edouma de l'hôpital central qui me l'avait envoyé. Oui. Alors, certainement, beaucoup aussi, vous en parliez en souriant, l'accompagnement de votre fondation. Aujourd'hui, il y a des ministères régaliens qui existent. Est-ce que la démarche a été faite
d'une partie comme de l'autre pour essayer de voir s'il n'y avait pas lieu de soutenir justement la fondation qui est la vôtre. Ministère de la Santé, de la Femme, Éducation, toutes ces entités-là, est-ce qu'elles vous soutiennent dans l'approche qui est la vôtre? Bon, je vais dire que en fait, les institutions que j'ai déjà touchées jusqu'à présent, c'est la première, c'était la CNPS parce que j'estimais que c'est la plus grande institution sociale du Cameroun et qui justement a des plateformes techniques, c'est-à-dire que si j'ai par exemple besoin d'un hôpital pour faire opérer un enfant, je peux. Donc j'ai touché le DG de la CNPS. Normalement, il y a une convention qui devrait être faite entre la CNPS et la Fondation Kaelia Rose. Il a été très très enthousiaste par rapport à ce projet qu'il ne connaissait pas et il a accueilli avec beaucoup de joie. Beaucoup de joie parce que justement, il pense que les gens, on met peut-être un peu d'argent dans des choses qui ne sont pas aussi urgentes que... Alors qu'il y a des cas qui nécessitent beaucoup plus. Tout à fait. Il a beaucoup apprécié le projet de la Fondation. Alors, donc j'attends que ça se finalise. Si nous nous comprenons, votre démarche est beaucoup axée sur la jeune fille. L'enfant et la jeune fille. Bon, l'enfant. Et est-ce que aujourd'hui, au-delà de la prise en charge des cas d'affection, comme vous le dites, des formations, cancer de l'enfant, est-ce que vous n'envisagez peut-être pas aller peut-être plus loin dans l'accompagnement, peut-être un soutien scolaire Oui, bien sûr. Bien sûr. La Fondation va justement dans ce sens-là, parce qu'un enfant qu'on prend en charge, surtout la jeune fille, si un accompagnement est nécessaire sur le plan scolaire, sur le plan de son suivi éducatif, il y a un aspect qui est prévu pour ça. Mais pas seulement ça, la Fondation compte aussi développer un pôle de la pharmacopée pour essayer de voir quels sont nos produits à nous qui peuvent soulager ce genre d'affection. Donc pour cela, il faudrait peut-être voir les scientifiques, les tradipraticiens pour qu'on essaie justement de réfléchir comment est-ce qu'on peut soulager le cancer chez nous. Merci Katimeba pour ce grand focus sur la fondation que vous présidez et certainement tous nos encouragements pour les douleurs que vous épargnez aux enfants camerounais. Mesdames, Messieurs, nous allons faire la première halte de cette édition d'À vous la parole. Nous allons être rejoints par notre collègue Nadège Yougeng pour ces désormais célèbres questions des internautes. A tout de suite. De retour sur le plateau d'À vous la parole de ce soir, nous avons, chose promise, chose due, nous avons été rejoints par notre collègue Nadège Yougeng pour ces désormais célèbres questions des internautes. Bonsoir Nadège. Bonsoir Stéphane. Jaune noir, c'est un message pour passer? Pas du tout. Pas du tout. Alors, nous sommes accompagnés de Madame Katimeba, c'est la femme politique qui monte, et surtout conseillère régionale du Sud.
Cathy Meba, bonsoir. Bonsoir Nadège. Merci. Comment vous allez? Ça va, je suis bien accueillie, donc ça va très bien. Merci. Et le week-end, comment est-ce qu'il s'annonce? Il va s'annoncer un peu plus, peut-être un peu plus calme, parce que la semaine a été assez houleuse. Et qu'est-ce qui est au programme? Rester tranquillement à la maison, m'occuper des enfants. D'accord. Alors, Cathy, vous allez répondre par oui ou non aux questions de nos internautes. D'accord. Bien évidemment, appréciez certaines questions ouvertes qui vous seront posées. Ok. C'est bon le principe, on peut y aller. Parfait. D'accord. Êtes-vous en contact avec la première dame, Madame Chantal Biya? Oui. D'accord. En tant que nièce du président de la République, bénéficiez-vous de certains avantages? Le prestige, les honneurs? Je dirais... Oui je ou mentirais non? si je dis non. D'accord. L'entrepreneuriat jeune au Cameroun, Oui. est-il porteur? Je dirais non pour l'instant. Non. Que faites-vous pour booster l'entrepreneuriat féminin? C'est pas un domaine sur lequel c'est pas un domaine sur lequel je pense qu'il y en a beaucoup il y a beaucoup de femmes politiques qui essayent de se pencher sur ce problème. Il y en a beaucoup. Je suis notamment sur le Med Cameroun, nous avons des championnes, nous avons des femmes qui font de merveilleuses choses. Nous avons des femmes qui essayent justement d'organiser des choses pour l'autonomisation de la femme. Vous savez, il y a voilà, j'ai dit que je ne m'occupe, mais il y a un salon de l'industrie qui va avoir lieu du 18 au 22 novembre 2021 là, et il est porté justement sur l'industrialisation et l'autonomisation de la femme. Et je fais partie quand même des organisatrices. Et il est bien vrai que dans ce salon, je m'occupe justement plus des personnes déficientes, parce que j'estime que les personnes déficientes sont des personnes qui sont tout aussi capables de participer au développement du pays. Quel que soit leur handicap, beaucoup ont beaucoup ont des talents que nous ne pouvons pas imaginer, et donc toutes ces personnes, nous avons besoin justement pour développer notre pays de l'apport de tout un chacun, quel que soit son handicap ou son infirmité. D'accord. Vu votre dynamisme et vos efforts, comment conciliez vous travail et famille? Bon, je dois dire que c'est pas évident, mais nous les femmes, nous avons déjà ces aptitudes-là, cette aptitude naturelle de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Et on arrive à se faire aider. Donc je me fais aider et je crois que je m'en sors très bien. Y a-t-il une véritable opposition politique au Cameroun? Bon. Oui, il y a une opposition. Maintenant, il y a des véritables partis d'opposition qui arrivent à jouer à bien jouer à bien jouer le jeu politique. Maintenant, il y en a d'autres non. Alors, quelle appréciation faites-vous de la volonté du chef de l'État de placer les jeunes au centre de sa politique? Ah, mais je ne peux que, je soutiens même énormément cette volonté du chef de l'État, parce qu'il a toujours su faire appel aux jeunes, c'est normal, et il a confiance, parce qu'il connaît la valeur de la jeunesse camerounaise, et il sait qu'elle est capable justement de porter ce pays dans le futur. Donc il a confiance à cette jeunesse-là qui a toutes ses capacités. Donc moi j'apprécie énormément cet appel du président aux jeunes. Le grand dialogue national est-il vraiment inclusif?
On est le grand dialogue est-il inclusif? On va dire ça fait déjà 2 ans, 3 ans passés. Oui. Était-il inclusif, le grand dialogue? Moi, j'estime que oui, parce que et nous sommes en phase de toutes les implantations, des implantations de tout ce qui a été, entériné pendant le grand dialogue. Nous sommes en train nous sommes en plein accompagnement de tout ça. Et quelles propositions faites-vous à ce sujet? Est-ce que vous avez des propositions à faire du côté des régions en crise? Pendant le grand dialogue, je pense, nous on avait déjà envoyé des propositions qui concernaient justement beaucoup d'aspects. Bon, ça concernait déjà la double nationalité. Beaucoup de Camerounais de la diaspora ont fait des requêtes à ce sujet-là. Maintenant, en ce qui concerne la crise dans le Nord-Ouest, je pense que les propositions qui ont été faites, le Nord-Ouest a déjà, il y a beaucoup de choses qui sont déjà bien mises en place au niveau de leur statut. Comme vous avez pu le voir, la filière de Commonwealth à l'ENAM et tout ça. Donc, c'est plein de choses qui font que... Et moi, je pense qu'on continue toujours à améliorer les choses. Et puis, pour sortir, si vous étiez demandé d'adresser, par exemple, un message aux populations de ces régions, que diriez-vous? Alors, moi, je leur dirais simplement de faire comprendre, parce que il est su que les enfants, par exemple, ceux qui sont je préfère appeler le mot, parce que je le dis parce que à chaque fois qu'on aborde le sujet du nosologie, je suis toujours animée d'une certaine émotion au vu de toutes les horreurs qu'on a pu voir. Ces enfants qui ont pris le chemin du terrorisme aujourd'hui ont d'abord été des enfants qui vivaient pleinement dans ces régions-là. C'est-à-dire que leur famille, ils avaient là une vie de famille normale et voilà qu'ils ont pris ce chemin. Mais si je peux m'adresser aux populations, il faudrait vraiment qu'ils aient une collaboration étroite avec nos forces de défense pour que nous puissions ensemble, parce que ces populations-là souffrent. Elles souffrent d'une situation qu'elles ne maîtrisent plus elles-mêmes. Madame Abé, pensez-vous que la paix pourrait revenir de ce côté-là? J'ai cette intime conviction, oui. Merci. Ok, c'est la fin de cet entretien. Merci déjà d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Merci. Merci Nadège Yougeng pour cet entretien avec la conseillère Cathy Meba. Nous allons te souhaiter un excellent week-end, Nadège. Bon week-end. Alors, Madame la conseillère, nous allons revenir à nos mots et tons, comme on le dit si bien. Nous allons revenir sur un aspect que vous avez évoqué et nous, on va interroger votre expérience de la diaspora parce qu'on parle beaucoup de jeunesse. Mais on a souvent vu une jeunesse du côté de l'Occident camerounaise qui parfois amaille à partir avec ces institutions. Quel est votre ressenti, vous qui avez longtemps été de la diaspora, lorsque vous voyez par exemple des jeunes aller troubler le séjour du chef de l'État du côté de l'Occident? Est-ce que c'est... Vous parliez tout à l'heure de vendre l'image du Cameroun. Oui. Est-ce que c'est une manière honorable de vendre l'image du pays? Absolument pas. Absolument pas. Ce sont des actes que moi j'ai toujours condamnés. Parce que le président de la République est notre première institution. Oui. Et quand on se dit républicain, on respecte les institutions. Par conséquent... je dis bien groupuscule parce que c'est vraiment une infime minorité de la diaspora camerounaise. Hein. Oui. La diaspora camerounaise est une diaspora dynamique, une diaspora consciencieuse, mais ce groupuscule de personnes
ne reflète absolument rien la diaspora camerounaise. Et donc, moi, je condamne fermement. Et s'il y a justement une action à mener pour contrer ces personnes-là, moi, je... Alors, vous parlez de condamnation, vous parlez d'une diaspora camerounaise dynamique et valeureuse, mais on a l'impression que la diaspora camerounaise, celle-là qui travaille, celle-là qui vend justement l'image du pays, mais elle n'est pas assez visible tout simplement. C'est celle-là, l'autre, qui trouble le séjour du chef de l'État, qui s'en va manifester ses fenêtres, qu'on entend le plus. Comment est-ce que vous le percevez? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de susciter l'expression de cette diaspora valeureuse-là? Parce qu'on a l'impression justement que c'est celle qui fait beaucoup de bruit et de désordre, là, qui se fait le plus entendre. Mais oui, mais ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. C'est toujours ceux qui sont dans les négatifs qui attire plus l'attention que comment vous voulez que quelqu'un qui a son travail, qui se lève le matin, qui est médecin, qui a des malades à soigner par exemple, qui a une vie de famille, vous voulez aller voir quoi chez cette personne? Et qui, par exemple, mène ses activités, qui a peut-être, qui même a peut-être des activités ici au pays, qui a peut-être une clinique, qui a peut-être, mais il va pas forcément aller demander aux médias de venir filmer ses activités ou quoi que ce soit. Mais ces gens qui font ce genre de choses, eux, ils ont justement besoin de cette propagande-là pour être vus par leurs actions néfastes. Alors, Cathy Meba, je profite encore, je reste sur votre expérience de la diaspora. Oui. Ceux qui observent attentivement les mouvements de la diaspora camerounaise savent l'attachement qui était celui de cette diaspora-là à l'image ou alors à la personne du président Paul Biya. Alors, à quel moment on peut dire qu'il y a eu rupture entre le président et sa diaspora, une certaine partie de sa diaspora? Parce que beaucoup prennent pour référent l'élection présidentielle de 2018, là où on a commencé vraiment à sentir cette montée en avant d'un certain type de discours. Est-ce que pour vous, c'est aussi à ce moment-là qu'on a senti la cassure là, entre le président et sa diaspora? Non, je pense qu'il y a quand même toujours eu une certaine partie de la diaspora qui est toujours entrée dans des revendications, dans des... mais tout ne part pas forcément de 2018. Oui. C'est vrai que 2018, il y a eu un impact plus fort à cause de l'élection présidentielle. Et donc, justement, il y a eu un engouement, notamment par le fait que ces personnes se sont retrouvées avec des financements très lourds. Et il y avait un but véritable dans tout ça, celui de déstabiliser véritablement le Cameroun. Alors, vous qui avez l'expérience des deux latitudes, vous avez été longuement en Europe, vous êtes au Cameroun. Est-ce que vous comprenez, lorsque vous êtes au Cameroun et que vous venez d'Europe, les revendications ou alors les soucis de cette diaspora-là? Parce que beaucoup d'images sont relayées, où on décrit le Cameroun comme l'enfer, où il n'y a pas de droits de l'homme, où tout le monde est en prison, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'électricité. Le Cameroun que vous connaissez, est-il différent de celui-là qui est décrit du côté de l'Occident? Non, je ne vais pas... Il y a des problèmes au Cameroun, comme partout ailleurs. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Alors, expliquez-moi, ces gens qui disent que le Cameroun est un enfer, ont pourtant des familles qui vivent tranquillement ici, en toute tranquillité, vaquent à leurs occupations, sans aucun problème, sans que quelqu'un vienne les lever ou les fouetter au bâton tous les jours. Je n'en connais pas. Ah bon. Alors, c'est cette nuance-là qu'il faut un peu capter, parce que ces gens-là sont dans une... ils sont dans un... C'est-à-dire dans ce mensonge-là qu'ils alimentent. Oui. Parce que ça leur plaît de faire passer cette image-là. C'est complètement faux. Mais et puis même, il ne leur est pas interdit. Il ne leur est pas interdit de rentrer chez eux, de venir tranquillement pour qu'on soit tous à l'œuvre
pour développer notre pays, mais puisqu'ils ont de la matière, ils ont des intelligences. Alors, au lieu de mettre ces intelligences-là à courir dans les rues, à aller se faire gazer dans tous les sens, et surtout pendant tout ce temps. Mais moi, je me dis, quand on a 3 ans, bon, si je prends à partir de 2018, mais 3 ans, vous pourriez passer votre vie, 3 ans. Qu'est-ce que vous pourriez faire en 3 ans? Vraiment. Quand vous êtes une personne sensée, vous vous dites, voilà, j'ai une vie, j'ai une famille, j'ai des enfants que je dois élever. Mais 3 ans dans la rue à poursuivre un président de la République dans ses déplacements, vous ne trouvez pas que c'est un petit peu... c'est amusant. Voilà. Alors, pourquoi on ne soit pas dans une logique de procès, est-ce que vous, lors de votre long séjour du côté de l'Occident, vous avez eu l'impression que le pouvoir de Yaoundé avait l'oreille tendue du côté de sa diaspora? Est-ce que, par exemple, lorsque le président va en France, en Suisse, en Angleterre ou aux États-Unis, il essaye d'être à la rencontre, à l'écoute de ceux-là qui représentent le Cameroun dans ces régions? Mais il y a tellement de choses qui sont mises en place par les institutions, justement sous l'impulsion du président de la République, pour que la diaspora soit écoutée. Si le président tend la main est-ce que le président lui-même, Paul Biya, rencontre la jeunesse et la diaspora? Mais bien sûr qu'il a déjà eu à rencontrer la diaspora. Il a déjà eu à la rencontrer. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui doit se faire tous les jours, mais il a déjà eu à la rencontrer. Il a déjà eu à discuter avec elle. Il a déjà eu à prendre leurs propositions. Mais... et les choses, et on continue, comme moi je dis, tout Paris ne s'est pas fait en un jour. Oui. On améliore les choses au fur et à mesure. Moi, je ne sais pas, ceux-là qui veulent que du jour au lendemain, on se lève, on a tout changé. Je ne sais pas, c'est pas dans quel monde ils vivent. Alors, il y a des thématiques qui interpellent beaucoup ceux de nos compatriotes qui se retrouvent comme ça du côté de l'extérieur. On a, par exemple, vous le précisiez tout à l'heure avec Nadège Yougeng, cette question de la double nationalité qui pose véritablement problème. Est-ce qu'il ne serait pas temps de vous, femmes politiques, de porter peut-être cette revendication à un niveau encore plus élevé pour que enfin le pouvoir puisse s'accommoder de cette affaire et peut-être faire évoluer la loi? Oui, mais bon, le problème, c'est que moi, je ne suis pas la personne la mieux placée. Je pense que je pense que si vraiment cette question de double nationalité est très très complexe. Donc, moi, je pense que les études sont faites de telle manière à ce que peut-être qu'il y ait une solution qui, moi, je ne suis pas la mieux placée vraiment pour parler de l'expérience qui est la vôtre du côté de l'Occident. Vous avez quand même vu beaucoup de nos frères et sœurs camerounais et camerounaises de ce côté-là qui peinaient parfois à revenir au pays du fait que par le mariage ou par la naissance ou par la filiation, ils avaient eu à acquérir certaines nationalités. Et pour revenir au Cameroun, parfois on a demandé des visas. C'est quand même assez complexe. Oui. Oui, je sais très bien que c'est complexe puisque je connais le problème. Oui. Maintenant, c'est normal parce qu'il faut bien comprendre qu'on a un choix. Hein. Oui. On a un choix quand on vit dans un pays étranger. Celui de prendre la nationalité ou pas. Ou celui de rester simple résident et garder sa nationalité. Maintenant, nous savons déjà, on a déjà un avantage, nous les femmes, c'est que nous n'avons pas ce problème-là. Mais les hommes, bien effectivement, ils ont... Quand vous avez une carte de résident de 10 ans, vous avez le choix. Soit vous restez résident et vous savez que vous pouvez venir dans votre pays sans aucun problème, sans prendre de visa. Quand vous optez maintenant à prendre une autre nationalité, forcément vous allez avoir les désagréments qui vont avec, donc, notamment celui de prendre un visa. Puisque quand on a déjà une nationalité étrangère, pour entrer dans un pays étranger, ben, on prend un visa.
Alors, Cathy Meba, conseillère régionale du Sud, nous allons essayer d'avancer dans notre réflexion de ce soir et revenir sur des aspects un peu plus camerounais, si l'on peut s'exprimer comme ça. Beaucoup se souviennent ou alors mettent un visage sur votre nom lors de ces manifestations-là du 25 février 2021, où on vous a vu aux avant-postes pour défendre une certaine fierté et souveraineté camerounaise, que vous estimiez alors bafouée par les propos du président français Emmanuel Macron, qui avait tenu un discours plus ou moins irrévérencieux à l'endroit du chef de l'État camerounais Paul Biya. Est-ce qu'on pourrait revenir sur cet épisode-là qui véritablement est un marqueur dans votre parcours et ascension politique? Non, je dois le dire, hein, et je ne me cache vraiment pas pour le dire. Quand le Cameroun est attaqué, quelle que soit la manière, moi je me sens concernée. Oui. Quand le Cameroun est attaqué, je me lève à n'importe quelle heure et à n'importe quel moment. Ça veut dire justement que j'ai été touchée, comme tous les Camerounais, par les propos désobligeants du président Macron envers notre chef de l'État, qui n'ont pas du tout été appréciés. Donc, je me suis levée pour montrer pour protester justement contre ces propos-là, comme tous les Camerounais qui ont été indignés. Alors, est-ce que vous comprenez, avec le recul d'aujourd'hui, la tiédeur ou alors le style parfois diplomatique qui est celui de l'État du Cameroun lorsque justement sa première institution, la personne du chef de l'État, est aussi frontalement attaquée? Oui. Vous seriez attendu peut-être à ce que la diplomatie camerounaise aille un peu plus loin avec un rappel de l'ambassadeur par exemple? Mais oui. Pourquoi pas? Pourquoi on a l'impression que c'est un peu tiède lorsqu'il s'agit de parler à un pays occidental? Ça, il faudrait peut-être aller leur demander. Moi, je ne suis pas membre du gouvernement. J'aimerais justement qu'il y ait beaucoup plus de ripostes quand il s'agit justement de défendre les intérêts du Cameroun et les intérêts du chef de l'État. Donc, maintenant, je ne suis pas à leur place. Eux seuls peuvent dire pourquoi est-ce que les choses ne se passent pas comme ça, tel que nous on le voit dans d'autres pays. Il suffit qu'il y ait un geste mal placé. Et la réponse est tout de suite, la riposte est radicale. Et donc, pourquoi pas nous? Bon, peut-être que... Alors, pour revenir sur ces manifestations que vous et beaucoup de vos camarades avez initiées ces jours-là, est-ce que elles ont été interdites? Vous avez effectivement manifesté? Vous avez pu manifester? Oui. Vous avez été accompagné par l'État du Cameroun dans cette démarche, ou alors on vous a tout simplement laissé faire? Non, on va dire que... Non, on a fait les choses de façon légale, avec une autorisation. Et encore qu'on n'était même pas la seule. Je pense que la veille, il y avait déjà une association aussi qui avait déjà fait la même manifestation. Voilà. Donc, ça démontre à souhait que les Camerounais ont vraiment été indignés. Non, la marche a été vraiment encadrée. Mais non, cela ne s'est pas fait sur un accompagnement institutionnel parce que c'était des jeunes Camerounais qui se sont levés spontanément pour manifester leur mécontentement face à ces paroles du président Macron. Là, il s'agit peut-être, il s'agit d'une riposte associative. Mais qu'en est-il de la formation politique que vous représentez? Est-ce qu'elle aussi avait réagi en ce temps-là? Ici au Cameroun? Oui, ici au Cameroun. Je n'en ai pas souvenir, mais bon, c'est pas... peut-être que c'est pas leur... C'était pas le plus important à ce moment-là. Je ne pense pas. je ne pense pas. Le parti politique reste le parti politique. Maintenant, voilà, une jeunesse qui se lève spontanément, c'est autre chose. Donc, alors, vous avez certainement été au courant de cette jeunesse-là, africaine, réunis comme ça le 8 octobre dernier du côté de Paris par le Camerounais Achille Mbembe, qui s'est exprimé, a eu des mots assez durs vis-à-vis de son leadership en Afrique et même vis-à-vis de la façon dont le continent est dirigé. Quelle est votre perception par rapport à ces jeunes-là?
Non, moi, j'aurais, comme je pense que je me suis exprimée là-dessus. Est-ce que le casting vous convient d'abord? Non, non, parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On ne va pas régler les problèmes de l'Afrique en choisissant quelques sociétés civiles ou en prenant bien le soin de bien. Non, je me suis exprimée sur ce sujet. Oui. J'ai dit, je crois que si je risque d'être assez virulente encore une fois, mais pour moi, je dis c'était simplement une mascarade, une véritable mascarade. L'Afrique n'a plus besoin de quoi que ce soit, ni des leçons de qui que ce soit, et on peut régler nos problèmes nous-mêmes. Et donc, voilà, la France pour moi s'est dépassée. Donc, pourquoi on vous comprenne parfaitement, oui. Nous comprenons que le fond, vous estimez que c'est une mascarade, mais la forme, est-ce que dans le discours convenu ou pas de cette rencontre, il y a quand même des choses qu'on aurait pu tirer qui peuvent faire avancer le continent? Où tout est mauvais et que rien non, mais à partir du moment déjà où j'ai trouvé que ce n'était pas convenable, donc je n'ai même pas pris la peine de suivre que ce soit les. Oui, voilà, j'ai trouvé que c'était encore une fois une espèce de mépris vis-à-vis des pays africains. Donc pour moi, je n'ai pas pris la peine d'accorder de l'importance à ce pseudo-sommet-là. Alors, parlons de problèmes qui interpellent notamment aussi la jeunesse africaine, en l'occurrence camerounaise, mais celle-là qui s'exprime sur le terrain du terrorisme, il faut bien le dire, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous, Katy Meba, conseillère régionale du Sud, vous avez pris la parole et vous avez saisi, il faut le préciser, les Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Gutiérrez, et vous avez estimé qu'il fallait justement requalifier l'appellation qui était celle de ces personnes-là qui sèment chaos et désolation du côté de ces régions-là. Est-ce que aujourd'hui, je précise que vous l'avez fait par courrier. Oui. Oui, par courrier. Et vous nous rassurez que le courrier est bien arrivé à destination. Ah oui. Et que peut-être il y a eu une réaction de ce côté-là. Alors, avant d'en arriver là, est-ce qu'on peut d'abord avoir les motivations qui vous poussent, la citoyenne que vous êtes, à prendre la plume et à vous exprimer, à vous adresser directement au secrétaire général des Nations Unies? Les motivations, on peut en trouver 10 000, ça fait 5 ans. Oui. Ça fait 5 ans que nous subissons cette guerre, monsieur. Et au fur et à mesure, les violences n'ont fait qu'augmenter et dans les horreurs, les pires horreurs que peuvent vivre les populations du Nozo. Voilà, donc c'est le Buea dernièrement et je crois que j'ai été énormément bouleversée. Oui. De voir un enfant de 5 ans. Les enfants, pour moi, c'est... Vous imaginez, moi j'ai une fille de 9 ans. Oui. Qui pour moi c'est un petit miracle. Et j'aimerais moi que ma fille vive dans le Cameroun, le Cameroun de mon enfance, c'est-à-dire la quiétude, même si on connaît, la vie n'a pas toujours été facile, mais un enfant de 5 ans, monsieur, qui est tué comme ça parce que justement j'estime que cette guerre a trop duré. Et c'est justement la cause des événements aussi déplorables que celles qu'on a pu vivre ce jour-là. Oui. Et vous voyez un soldat, un jeune soldat qui a toute sa vie, toute sa carrière devant lui. Alors, ce sont peut-être pas les causes, les conséquences de cette situation terrible qui sévit dans le Nozo, qui vous amène, vous, à saisir le Conseil de sécurité, à saisir les Nations Unies, le secrétaire général en l'occurrence. Et vous lui dites quoi précisément? Je lui dis
tout simplement à monsieur le secrétaire général des Nations Unies qu'il est temps que pour que le Cameroun puisse riposter vraiment et en finir avec cette guerre, oui. Il est temps que ces gens qui sèment la terreur, qui ont pour nom les séparatistes. Sécessionnistes. Dites-moi. Alors, vous l'avez souligné tout à l'heure, hein, j'ai longtemps vécu à la diaspora. Vous avez des pays où il suffit juste qu'un individu se lève, arrive dans une foule, il lève les bras, il dit Allahu Akbar, on dit terroriste. Alors, expliquez-moi comment des gens qui dépècent des personnes humaines comme des animaux, qui décapitent les femmes, qui tuent des jeunes enfants dans les écoles. Comment vous pouvez m'expliquer que l'opinion internationale n'arrive pas encore à donner le véritable nom, parce que, puisqu'ils ont le même mode opératoire que Al-Qaïda, Boko Haram, voilà. Quand on parle de... Vous avez déjà vu des séparatistes basques découper des personnes? Ou en Catalogne oui, voilà. Donc, moi, je me suis dit qu'il faut peut-être, à un moment donné, faire quelque chose. Ou si, peut-être qu'on estime qu'on ne voit pas, ou on ne sait pas. Donc, je me suis dit qu'il faut que je réagisse déjà en tant que femme. Oui. En tant que mère. Parce que les gens ne s'imaginent pas combien les femmes sont touchées par cette histoire. Chaque fois que ce pays perd un enfant, c'est un véritable drame pour les femmes qui savent ce que c'est que la douleur d'enfant. Quand on perd un soldat, quand on perd des enfants dans une école. Monsieur, 7 jeunes enfants. Alors, Madame la conseillère, tout de suite, une polémique est née de votre prise de parole. Alors, beaucoup vous ont soupçonné d'en appeler à une ingérence étrangère sur un problème camerounais. Que répondez-vous à cela? Ça veut dire que c'est mal me connaître. C'est absolument mal me connaître. Parce que je tiens tellement à l'intégrité de mon pays que je n'accepterai jamais qu'il y ait une ingérence quelconque. Donc je ne pourrai jamais appeler l'ONU à venir intervenir au Cameroun. Je demande au secrétaire général de l'ONU de prendre ses responsabilités, parce que j'estime que c'est l'ONU est l'instance qui peut convoquer toutes les autres institutions qui sont le Conseil de sécurité, voilà, toucher l'Union européenne, l'Union africaine, pour que justement, pour mettre la pression au pays déjà qui héberge les instigateurs de ces horreurs-là. Oui. Et aussi qui puissent donc qualifier, donner vraiment le qualificatif à ces criminels. Alors, vous encouragez certainement aussi la décision du nouveau président américain, Joe Biden, qui justement en appelle à l'arrestation tout simplement des financiers et de tous ceux qui encouragent ces massacres dans le nouveau. Voilà. Et voilà, donc et cette décision du président Biden vient à la fin des démarches justement qui ont déjà été entamées, parce que le président n'a cessé d'exhorter, d'interpeller les pays qui hébergent les financiers, mais justement qui encouragent et qui... Bon, je ne vais pas dire ce dont je n'ai pas la preuve, mais on sait très bien que les financiers de ces crimes-là vivent dans ces pays en toute tranquillité, mais financent le terrorisme au Cameroun. Alors ces pays-là devraient prendre leurs responsabilités. Donc je peux déjà dire merci aux initiatives du président Biden qui
qui a commencé cette démarche-là. Bon, c'est très bien. Donc, nous, notre démarche avec les conseillers, elle accompagne justement toutes ces démarches-là qui étaient déjà enclenchées, notamment les interpellations du président de la République, qui est le premier élu du Cameroun. Oui. Et comme vous le savez aussi, les parlementaires, 61 parlementaires ont écrit au Congrès américain à ce sujet. Et puis donc nous, les élus locaux, qui sommes justement plus proches des populations, il était question que nous nous prononcions aussi. Et moi, ça ne me pose pas un problème parce que il faudrait que ces institutions-là puissent aussi recevoir les mêmes pressions, comme à chaque fois, quand on a toujours subi les condamnations des sénateurs américains, des organisations, des ONG qui, je pourrais même, il y en a certains dont je pourrais appeler complices dans cette histoire-là. Alors, vous êtes directement allé du côté de l'ONU en saisissant le secrétaire général Antonio Gutiérrez. Donc, estime aussi que vous auriez pu commencer par justement cibler ces pays-là au niveau local, ici à Yaoundé, en allant vers les représentations de ces pays-là, avant d'aller à des marches supérieures. Est-ce que vous avez fait la démarche, par exemple, de vous rapprocher d'un pays comme la Norvège, ou les États-Unis, ou la France, ou l'Angleterre, où parfois sont soupçonnés de résider des financiers et autres sympathisants de cette guerre-là, au niveau local, ici à Yaoundé? Mais pourquoi en tant qu'élu local, peut-être. Voilà, c'est-à-dire qu'il aurait fallu que j'aille voir l'ambassadeur américain. Essayer de lui tenir, justement, de lui faire part du ressenti du pays profond que vous représentez. Mais non, mais à l'heure actuelle, 5 ans plus tard, s'il faille encore aller commencer par cette base-là, moi je sais, avec toute l'audace qu'on peut imaginer, je touche là où il faut. Vraiment, je pense que à un moment donné, il faut vraiment réagir. Coïncidence ou pas, ou alors méthode différente ou pas, à la suite de votre saisine du secrétaire général des Nations Unies mercredi, hier jeudi, le ministre des Relations extérieures du Cameroun a justement rassemblé toutes les représentations diplomatiques. C'est son rôle. C'est justement derrière vous. Voilà, oui, bon, d'avant ou après. Pour justement parler de cette crise-là. Voilà, très bien. Donc c'est pour justement vous dire que chacun a son rôle. Chacun joue son rôle. Donc la diplomatie fait déjà ce qu'elle doit faire à ce niveau-là. Donc moi, je me suis levée en tant que femme, et mes collègues, jeunes conseillers régionaux, on a pensé qu'il est temps de réagir. Bon, c'est très bien parce que l'initiative du ministre aussi accompagne. Donc, si cela peut mettre encore plus de pression à l'ONU, je serai très très satisfaite. C'est très bien. Alors, parlons justement de cette crise-là. C'est vrai que vous l'évoquiez lorsque vous avez parlé du grand dialogue et peut-être de la difficile implémentation des résolutions. Selon vous, qui souhaitez ardemment que la paix revienne dans ces régions, qu'est-ce qui manque pour que le retour à la paix soit effectif? Il faut de la sincérité, la volonté. Il faut de la volonté. Qu'est-ce qui manque? La volonté et beaucoup de sincérité. De quel côté? De tous les côtés, parce que moi, j'ai été, par exemple, surprise de tomber sur une information aujourd'hui. J'espère qu'elle n'est pas vraie. Oui. Où il se pourrait qu'il y ait un gendarme et un préfet du côté du Noun, parce que les populations ont fait une correspondance. Oui. Voilà. Qui estime qu'il y a le préfet et le commandant de compagnie qui protègent les sécessionnistes et les séparatistes. Alors,
quand on a des éléments de ce genre, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Donc, maintenant, d'un autre côté, j'estime aussi qu'il n'y a pas beaucoup de franchise, justement, ou du côté des grandes institutions. Parce que le mode opératoire de ces gens-là ne justifie pas qu'on puisse les appeler séparatistes. Oui. Parce que cette guerre-là, le Cameroun aurait pu la... Alors, vous avez relevé là deux entités, mais il y a une troisième importante aussi, sont les populations de ces régions-là. Oui. On a remarqué que lorsqu'il fallait mettre un terme à Boko Haram, que les populations du Nord beaucoup adhéré. Ont coopéré. Tout à fait. Est-ce que vous avez le ressenti que parfois nos frères du Nord et du Sud-Ouest jouent un jeu plus ou moins tiède lorsqu'il faut dénoncer ces personnes? Oui, en effet. C'est la raison pour laquelle justement j'appelais l'implication des populations pour qu'il y ait vraiment une collaboration franche avec les forces de défense. Cathy Meba, conseillère régionale du Sud, merci pour toutes ces explications suite à justement la saisine par vous du secrétaire général des Nations Unies. Mesdames, Messieurs, nous allons faire une légère halte dans cette édition d'À vous la parole et revenir tout de suite après pour la suite de nos entretiens. De nouveau sur le plateau d'À vous la parole de ce soir, nous sommes toujours en compagnie de notre invité prestige, Madame Cathy Meba, conseillère régionale du Sud. Vous allez bien, madame? Ça va? Ça peut aller, c'est pas évident, hein. Je n'ai pas toujours été face aux caméras, donc là, je crois que je suis en train de vivre une très grande expérience là, mais bon, ça va. Alors, les Camerounais qui nous regardent de par le monde via nos différentes plateformes s'expriment nombreux et aimeraient tout au moins avoir votre avis sur quelques aspects de la vie au Cameroun et même de la société. Alors, nous allons essayer, autant que faire se peut, de relayer une ou deux de leurs préoccupations. Nous allons commencer par celle-ci. Cathy Meba a été très pressentie au poste de président du bureau exécutif de la région du Sud. À la dernière minute, le comité central a préféré Emmanuel Lemva. C'est une déception. C'est M. Omaro qui nous écrit depuis Maroc. Ah bon? J'ai été pressentie. Sinon, ça réfère à ce que le téléspectateur nous dit. Non, c'était une élection. Je me suis portée candidate comme tout le monde. Et voilà, et M. V, qui est un papa exceptionnel, et celui qui a été élu, et à mon plus grand plaisir. Donc, pas de déception du tout. C'est le jeu politique. Hein, c'est le jeu politique. Mais oui. Vous apprenez. Voilà, effectivement, c'était, comme je dis, toujours dans mon audace habituelle. Je me suis dit pourquoi pas, mais... Alors, d'autres messages nous parviennent. Cathy Meba a-t-elle déjà entendu parler du mouvement des franquistes et quelle est sa perception vis-à-vis de ce mouvement? C'est M. Ndoua depuis Yaoundé qui nous a écrit. Le mouvement des franquistes. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense qu'on ne peut pas... C'était un mouvement justement dont on parle énormément
ces derniers temps. Mais qu'est-ce que j'en pense? Oui. Bah, tant que les Camerounais peuvent se regrouper autour d'une idéologie, je ne vois aucune objection à ça. Et, que pensez-vous de celui qui est pressenti pour porter cette idéologie? Moi, il faudrait aller demander à ceux qui sont porteurs de cette idéologie, pourquoi est-ce qu'ils sont... Moi, je ne suis pas... je suis pas... Vous serez prêt à l'accompagner quand même dans accompagner qui? Le pressenti leader de ce mouvement-là. Mais est-ce qu'il s'est positionné comme leader? On ne saurait parler à votre nom sans que vous ne réagissiez quand même. Enfin, bon, en attendant tous être, avoir la même information au bon moment, mais moi, ce qui me concerne, à ma connaissance, si vous avez cette information, informez-moi. Hein. Moi, je ne pense pas que... Le mouvement est né, il existe. Oui, mais le mouvement est né. On le voit même se structurer. Oui, c'est bien la diaspora. Nous avons un célèbre commissaire là-bas qui rassemble, qui ameute, qui est constamment sur la toile en train de défendre ce mouvement. Et il s'en autoproclame même un des plus ardents défenseurs. Oui, mais vous savez, nous croyons en Dieu tous, mais on n'a jamais vu Dieu. Hein. Vous l'avez déjà vu, oui. Mais il faudrait me dire. Bon, maintenant, je ne sais pas, il faudrait peut-être discuter de ça avec les responsables du franquisme. Moi, c'est pas... C'est pas votre tasse de thé? Non, c'est pas que c'est pas ma tasse de thé. Je les suis, comme je dis. Je respecte tous ceux qui se réunissent autour d'une idéologie. Hein. Oui. Mais... maintenant, moi, pour l'instant, je suis active et militante confirmée du RDPC. Voilà. Merci Katim Ba d'avoir répondu à ces quelques préoccupations de nos téléspectateurs. Nous allons avancer dans cette édition d'À vous la parole et aller désormais maintenant dans cette rubrique que les téléspectateurs nombreux apprécient aussi, c'est la rubrique dédiée au visage. Alors nous allons vous demander, avec votre permission bien sûr, et le concours de la réalisation, si tout est prêt de ce côté-là, de donner un avis sur un certain nombre de visages, des personnes et surtout des personnalités qui vous seront présentées à l'écran. Si tout est OK, on va y aller avec le tout premier visage de cette édition d'À vous la parole. Ah. Aung San Suu Kyi. Oui. C'est la leader birmane, l'ex-leader birmane. Oui, Aung San Suu Kyi. Vous savez, cette femme, elle m'inspire énormément. Oui. Elle m'inspire depuis ma petite enfance. Parce que quand vous arrivez à voir un petit bout de femme aussi frêle, mais qui a marqué l'histoire de la Birmanie. Elle a affronté les régimes militaires. Elle a fait la prison. Elle m'a toujours fascinée, cette dame-là. Et je pense que pour moi, elle incarne vraiment la femme forte. Elle a pu mener ses convictions et elle a su mener ses combats avec conviction et jusqu'au bout. Ça, c'est une femme pour qui j'ai beaucoup de respect. Bon, cela va de soi, hein, elle n'a pas toujours tout fait. Alors justement, j'allais évoluer. Oui, je sais. Aussi en ce moment, elle est en prison. Oui. Alors, pourquoi elle et pas Winnie Mandela, Ségolène Royal ou Françoise Folling, par exemple, plus proche de nous? Oui, non, madame. Oui, si on a... Oui. Non. Bon, on va dire... Non, parce que c'est elle. Je ne sais, je vous dis, c'est vraiment depuis l'enfance. Hein, elle m'a marqué. Moi, j'ai toujours l'image de cette femme-là quand on la traînait en prison la première fois. Et vous voyez, elle a mené ses combats, elle a été prix Nobel, non, vraiment, c'est elle mon inspiration. Je sais, bon, Winnie Mandela, bien évidemment,
elle reste une grande figure, mais bon, maintenant, je ne sais pas pourquoi c'est pas forcément celle qui vous parle le plus. Non, non. Merci, Cathy Meba. Nous allons avancer avec le second visage. Oui. Alors. Jeanne-Irène Biya. Oui. C'est... Moi, je peux dire, c'est la femme à qui je dois tout ce que je suis. Parce qu'elle a fait de moi la personne que je suis. Elle m'a donné les bases de l'éducation. Elle m'a donné l'amour de l'être humain, oui, de la compassion. J'ai toujours du mal à parler d'elle parce que c'est... Bon. Donc voilà, c'est cette femme-là qui m'a donné toutes les bases. Alors, beaucoup de personnes de l'extérieur ont parfois, au-delà de la personne, l'immense dame de cœur, une femme assez rigide, assez autoritaire. C'est la perception que vous avez d'elle? Oh non, mais c'était plutôt une maman exceptionnelle, qui bien évidemment éduquée avec beaucoup de rigueur, oui, mais avec énormément d'affection. Il y a... Bon, moi je pense que je ne vais pas... Les Camerounais les Camerounais l'ont connue. Je ne vais pas leur dire forcément qui elle était parce qu'ils savent. Ils savent, oui, oui. Mais pour avoir marqué ma vie, moi je parle de cette femme-là qui a forgé toute ma personnalité, qui m'a inculqué les valeurs, les véritables valeurs de la vie. Et moi je pense que c'est... Je ne pourrai jamais assez la remercier parce que à chaque fois que je me retrouve face à certaines situations dans la vie, je comprends certaines... je comprends maintenant pourquoi peut-être certaines choses que je pouvais trouver. Mais cette formation-là, je ne saurais jamais assez la remercier pour tout ce qu'elle a... Pas seulement à moi, hein, beaucoup, voilà. L'entourage. Même pas l'entourage, les Camerounais de ma génération, hein, beaucoup de Camerounais de ma génération l'ont connu par ses œuvres et par... vous savez, certains ont toujours pensé que... comme la question, par exemple, qui m'a été posée tout à l'heure, est-ce que c'est un avantage d'être... proche, ou alors la fille du président? Oui, voilà. Mais ça n'a pas toujours été ça. Nous avons reçu une éducation très rigide. Hein. Moi, je peux vous dire, moi, à 6 ans, 7 ans, on m'a amené chez les lépreux, aller nettoyer les maisons des lépreux. Oui. Oui. Aller nettoyer les maisons de lépreux, être avec eux, donc justement à être en contact avec la douleur de l'être humain et faire comprendre et me faire comprendre moi-même que voilà, c'est Dieu qui nous fait, mais nous sommes tous au même pied d'égalité. Il n'y a pas... Il n'y a pas de différence. Oui, voilà, il n'y a pas forcément en dehors, par exemple, des différences. Donc pour moi, un être humain est un être humain. Merci Cathy Meba pour ces mots à l'endroit de l'ex-première dame Jeanne-Irène Biya. Nous poursuivons avec les visages de cette édition. Oui.
Maman Chantal Biya. Oui. Madame Chantal Biya. Voilà. Maman. Oui, voilà. Donc, je vais continuer. Donc, vous voyez ces figures référentielles qui m'entourent. Oui. Donc, comme on dit, les chiens ne font pas les chats. Vous connaissez les œuvres de Madame Chantal Biya. Grande dame. Très grande dame. Femme de cœur. Voilà. Alors, comment on peut imaginer que moi, je ne sois pas le fruit de toutes ces grandes figures-là, dont je ne fais que la continuité de ces références que j'ai et qui m'entourent. Alors, pour dire un mot aussi modeste que le nôtre, quelle est la principale qualité, vous qui avez quand même la chance aussi de voir de l'intérieur ces illustres figures de Madame Chantal Biya, la première dame du Cameroun? Faites-nous cette confidence. Qu'est-ce qui vous marque en premier lorsque vous êtes à son contact? Son sourire. Pour nous autres qui n'avons jamais été à son contact. Son sourire. Voilà, son sourire. Le sourire. Oui, son sourire. C'est vrai que c'est toujours le sourire. Elle a toujours, mais voilà, elle a toujours le sourire. Son sourire, sa gentillesse. Merci Katim Ba. Nous avançons avec les visages, certainement le dernier visage de ce soir. Wow. Président de la République. Oui. Paul Biya. Oui. Alors, je dois dire que c'est ma première inspiration. Oui. Je pense que, bon, ceux qui vivent avec moi tous les jours, moi j'ai ces derniers temps, les dires ou les écrits du président Gbagbo qui sont sortis ces derniers temps. Oui, nous avons eu écho de la vénération ou alors du respect du président Gbagbo vis-à-vis de son ex-homologue, camerounais Paul Biya. Voilà, en effet. Ça, je dis, mais j'ai comme l'impression que, comme disent généralement le Camerounais, peut-être qu'il habitait dans mon cerveau, parce que ceux qui sont avec moi tous les jours savent que je l'ai toujours dit, que le biaïsme devrait être enseigné. Autant que le gaullisme, autant que toutes ces idéologies politiques, voilà, qui peuvent exister, parce que, comme on dit, moi, c'est-à-dire le président de la République, c'est ce monsieur-là, je pense. Tous ceux qui sont... Mais ce n'est pas parce que... C'est bien de parler aujourd'hui de biaïsme. Nous avons un célèbre professeur au Cameroun qui se présente comme un biaïste convaincant, convaincu. Oui, mais le biaïsme est une culture. Vous le rejoignez dans cette idéologie? Ah, mais complètement. Qu'est-ce que vous mettez dans le biaïsme? Qu'est-ce qu'elle peut être le substrat ou alors la marque de fabrique d'un biaïste ou d'une biaïste assumée comme vous? Mais juste, c'est très clairement, c'est-à-dire que cet esprit républicain qui incarne la personne, c'est-à-dire ce destin hors du commun, et son abnégation, c'est un personnage aux 10 000 facettes que beaucoup comprennent et ne comprennent peut-être pas. Je pense que c'est pas... On a parfois une tendance à croire que c'est pas un homme de ces temps-ci. C'est un avant-gardiste. Il a vu très loin depuis très longtemps. Et voilà, c'est une véritable inspiration pour moi. C'est pour ça que j'ai toujours dit ou répondu à certaines personnes qui ont souvent fait des remarques sans forcément connaître, hein, soit disant que je n'ai pas d'expérience en politique. Je leur dis, mais j'ai 38 ans d'expérience politique parce que je vis le président Biya depuis 38 ans. Alors,
Moi, je ne sais pas quelle expérience on peut encore demander à... Alors, concernant justement la richesse du président Biya en termes d'expérience politique, en termes de leadership, est-ce que vous, de l'intérieur et parfois de l'extérieur, comprenez la déception qui est celle des Camerounais lorsqu'on voit ceux à qui il a fait confiance avoir certaines attitudes face à, par exemple, la fortune publique? Lorsqu'on connaît, pour ceux qui l'ont pratiqué comme vous, la distance du président face à... Je pensais qu'on allait plus parler de moi. Hein. Je ne savais pas qu'on est venu parler... Non, on est en train de sortir, madame. Bon, okay. Oui, on est en train de sortir par la photo du président. D'accord. Juste en une question, est-ce que vous... Comment est-ce que vous percevez qu'il ne soit pas parfois compris par les siens, c'est-à-dire ceux à qui il confie peut-être des responsabilités? C'est une déception pour vous? Mais moi, la majorité des Camerounais le disent, c'est pas forcément moi. Hein. Oui. Mais autant il a des collaborateurs qui sont des véritables... Moi, je dis... Voilà, souvent, des fois, il ne faut pas trop parce qu'après, quand je pars, faudrait peut-être m'arrêter. Parce que des fois, quand j'évite un sujet... quand j'évite un sujet, c'est que je ne veux pas trop... Mais je dis... Oui. Comme je le dis, pour moi, un patriote, c'est celui-là qui aime son pays, qui respecte les institutions. Quand on se lève le matin, qu'on dit bonjour à son voisin, on a fait son devoir patriotique. Oui. Quand on se lève, qu'on a ramassé un bout de papier par terre, on a fait son devoir patriotique. C'est les actes que vous posez. Voilà. Donc pour moi, un membre du gouvernement qui détourne les deniers publics n'est pas un patriote. On va s'arrêter là. Bon, ok, d'accord. Bon. Cathy Meba, merci de vous être prêté au jeu des visages sur cette édition d'À vous la parole. Nous allons sortir tout doucement comme ça, madame la conseillère, par l'une de nos marques de fabrique, Info TV. C'est une chaîne qui s'est fait pour excellence, ou alors pour leitmotiv, la promotion du vivre ensemble et de la proximité. Et excellent. Nous sommes certainement sur le landerneau médiatique camerounais, l'une des seules qui applique cela au quotidien avec la richesse de nos programmes en langue locale que nous déployons au travers de nos différentes programmations. Et nous avons pour coutume, nous, à vous la parole, de donner l'opportunité à ceux qui nous font l'honneur et l'amitié, comme vous ce soir, d'être sur notre plateau, de dire un mot en langue maternelle pour s'adresser justement aux frères et sœurs qui vous regardent certainement de par le monde. Alors, vous avez 1 minute pour pouvoir dire peut-être un salut, un petit message à ceux qui vous regardent. Alors, peut-être que je vais dire, bon, pour ne pas privilégier forcément que ma langue maternelle, que je parle très très bien, hein, oui. Je parle parfaitement le boulot. Mais il faut justement, parce que vous êtes une personne particulière, nous pouvons vous le considérer de dire ce mot-là en 2 langues, si vous voulez. Nous sommes pour la promotion. Oui, c'est pour ça que je dis que justement, cette richesse culturelle que nous avons, c'est celle-là qui fait la particularité du Cameroun. Bien sûr. Nous avons un pays au potentiel énorme. Donc, notre richesse, qu'elle soit folklorique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit même notre faune, notre flore, tout c'est un véritable melting pot. Je me dis, le Cameroun est comme un bouquet de fleurs. Oui. Voilà. Donc, nous devons composer avec tous ces éléments qui font ce que nous sommes. Oui. Donc moi je pourrais justement dire un boulot vraiment un bolo à Yombetias, un bolo ma veut à Kiba à Ngoulesse Niavema. Je pourrais dire ambassade, je pourrais dire Meyegabé. Oui. En Bangaté, je pourrais dire Andigre.
En quoi encore? En étonne, je pourrais dire Mokoni. En Ewondo, je pourrais dire Masouk. Alors, en Fufulde, je connais mes... Malheureusement, c'est pas possible. Voilà, c'est normal. Le stress, l'écran, les caméras. Nous vous le concédons et nous saluons l'effort de promotion des langues locales que vous faites. Je précise que vous êtes notre première invité qui parvient à se déployer sur au moins 3 langues de façon particulière. C'est une qualité à saluer. J'ai trouvé à Fufulde, on dit Djamna. Djamna. Voilà. Djamna, tous ceux qui nous regardent, donc du côté du nord, de l'extrême nord. De Ngaoundéré. Voilà. Merci à vous de nous suivre. Alors, Cathy Meba, vous êtes conseillère régionale du Sud. Nous sommes pratiquement arrivés au terme du temps consacré à cette émission. Le mot de la fin, pour revenir en quelques mots sur la démarche qui a été la vôtre de saisir le secrétaire général des Nations Unies. Qu'est-ce que vous en espérez au-delà du changement d'appellation de ces séparatistes-là? Vous en entendez plus? Peut-être une plus grande implication des Nations Unies sur le problème du Nozo? Peut-être une descente de M. Gutiérrez au Cameroun? Non, pas fort. Moi, je le dis aussi simplement que ça. Oui. Moi, je n'attends même pas qu'il m'adresse forcément une réponse personnelle. Non, pas du tout. À partir du moment où je sais qu'il a pris note, j'attends simplement les résolutions qui vont être prises à partir de là. Voilà. J'attends qu'il prenne note et qu'il agisse. C'est aussi simple que ça. Alors, les Camerounais nombreux qui nous regardent ce soir attendent justement des réponses à l'interpellation de la citoyenne conseillère Cathy Meba. Merci une fois encore d'avoir honoré l'invitation de la grande équipe d'Info TV, présidée et dirigée de main de maître par Dieudonné Vin. Merci Stéphane pour cette exclusivité. Je vous dis, c'était vraiment une exclusivité pour moi. J'ai pu parler de moi. J'espère que les Camerounais me connaissent un petit peu mieux et qu'ils vont continuer à me connaître. C'est une aventure qu'on a entamé, qu'on entame tous. Et voilà, merci à vous de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir m'exprimer. C'est nous qui vous remercions, Madame la conseillère régionale du Sud. Mesdames, Messieurs, c'est par ces mots que nous allons mettre un terme à cette édition très féminine, vous l'aurez marqué, d'à vous la parole, tout en vous remerciant pour votre patience et votre fidélité désormais à ce programme. Nous vous donnons rendez-vous pour de nouvelles aventures lorsqu'il sera vendredi 21h. Quant à nous, nous retrouvons bien sûr sur d'autres plateaux, sur la même antenne, toujours dans cet exercice qui est le nôtre du côté d'Info TV, la promotion du vivre ensemble. Bien le bonsoir. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne.